Bonjour et bienvenue à Synapse Insights pour son deuxième épisode consacré au marketing territorial dans le contexte marocain. Durant cet épisode, nous allons discuter ensemble des étapes de mise en œuvre du marketing territorial, de ses acteurs et des conditions nécessaires pour les mobiliser. Pour rester toujours au courant de nouvelles vidéos, streaming live et bien d'autres contenus, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque publication. Les vidéos موجودين حتى هما بالدارجة. Passons maintenant au vif du sujet. Voici le schéma directeur des étapes de mise en œuvre du marketing territorial établi par l'expert Vincent Golin. On y retrouve une étape préparatoire suivie de 3 séquences, le tout pour constituer 10 étapes de mise en œuvre du marketing territorial. Un schéma qui a fait ses preuves. D'abord, une étape cruciale pour le succès ou l'échec du marketing territorial, c'est l'étape de préparation, de mobilisation des acteurs. On y retrouve 8 leviers. Le premier, c'est l'écoute et la satisfaction client. C'est la satisfaction des services proposés par le territoire, discuté dans la vidéo précédente. Deuxième levier, et aussi discuté précédemment, c'est la distinction entre marketing territorial et marketing institutionnel. Troisième levier, c'est l'identification d'une échelle géographique pertinente. Par exemple, au Maroc, le cas de l'Oriental, c'est déjà une région découpée administrativement. Elle est sous-découpée en provinces puis en communes. On peut aller même au-delà de ces découpages administratifs pour identifier des territoires qui fonctionnent en synergie pour une seule offre territoriale. Quatrième levier, c'est la préparation et l'organisation de la démarche. C'est finalement la mobilisation des ressources humaines, techniques, logistiques, même des partenariats à venir. C'est très important parce que finalement, un partenariat qui n'est pas mobilisé avec ses hommes ressources, avec ses hommes clés et femmes clés, ne peut aboutir. Cinquième levier, c'est mobiliser les acteurs afin de construire et agir collectivement. C'est finalement recenser et informer tous les acteurs de façon collective afin de garantir leur mobilisation. Idéalement, on constitue une task force indépendante chargée de cette mission. Rappelez-vous, lors du streaming live avec professeur Ben Saddiq Mohamed, nous avons parlé dans le cas de l'Oriental de l'Observatoire d'intelligence économique. Sixième levier, c'est agir dans un climat de confiance. Vous voyez, c'est important, c'est finalement travailler dans un esprit de famille bienveillante. Par ce levier, on rassure et on rappelle les objectifs du marketing territorial ainsi que les retombées positives sur tous ceux qui vont participer et produire pendant la démarche. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi on rappelle à chaque occasion que la démarche du marketing territorial est une démarche à partie. Septième levier, c'est la transparence. Vous voyez, c'est une communication 360 degrés globale pour informer en permanence les acteurs, les citoyens de l'avancée du marketing territorial. Cette transparence est doublée d'une centralisation de l'information ainsi que la garantie d'accès. Sans oublier évidemment la distinction entre le marketing d'entreprise et le marketing territorial. Durant cette phase, avec ces 8 leviers qui sont appliqués simultanément, et non de façon séquentielle, l'enjeu majeur est d'éliminer les barrières qui peuvent entraver la réalisation de la démarche. Ces barrières peuvent être éliminées notamment à travers la création d'une organisation tierce, indépendante et apolitique afin de sortir de toutes les rivaleries politiques et électorales. Une fois que la phase préparatoire est achevée, nous passons maintenant à la réalisation du marketing territorial. Voici les 3 séquences de la démarche et nous allons commencer par sans doute la plus importante, celle du diagnostic. Contrairement à la réalité du terrain, un bon diagnostic est à la base de n'importe quelle bonne stratégie. La première étape, naturellement, c'est placer l'organisation et l'information au cœur de la démarche. C'est l'étape la plus stratégique pour la démarche qui nécessite d'ailleurs un effort de veille permanent. Et pour ce faire, un changement radical se fait à tous les niveaux. D'ailleurs, on intègre des parties externes, indépendantes, qui ont des interfaces en interne, notamment avec les institutionnels, et qui les obligent à modifier légèrement leur organisation de façon à les intégrer. Cette équipe dédiée, cette task force, doit être équipée de tous les moyens humains qualifiés, techniques, financiers, logistiques, d'accès à l'information et doit aussi avoir la possibilité de commanditer des études complémentaires. Je vous renvoie encore une fois au streaming live
avec le professeur Ben Saddiq Mohamed, durant lequel nous avons discuté de l'Observatoire d'intelligence économique comme exemple pour l'oriental. Deuxième étape, c'est l'analyse des marchés. On y retrouve 15 segments, ces segments sur lesquels on va revenir dans la prochaine vidéo. On y retrouve par exemple les consommateurs, les entreprises, des populations cibles spécifiques, etc. Troisième étape, c'est l'étude de l'environnement des marchés. C'est les prescripteurs et les influenceurs ou autres. C'est à la fois l'étude macro, comme l'étude Pestel, politique, économique, sociale, technique, environnementale ou législative, et aussi les cercles d'influence des marchés, comme les prescripteurs, les influenceurs, les leaders d'opinion, etc. Quatrième étape, c'est l'évaluation de la position concurrentielle du territoire. Cette position concurrentielle est analysée sous 4 angles. Premier élément, c'est la compétitivité qualitative de l'offre territoriale par rapport à ses concurrents. Cet aspect est facilité par la démarche cerise revêt que l'on va voir dans la prochaine vidéo, qui regroupe 13 composantes à laquelle s'ajoutent 4 composantes complémentaires. La compétitivité prix. En effet, pour chaque entreprise, investisseur ou même individu, chaque territoire a sa propre structure d'investissement et de fonctionnement, notamment par les coûts de facteurs de production, les coûts de salariaux, les coûts de logement, etc. Cette évaluation est délicate à mener car elle suppose connaître de façon très fine la structure des coûts du territoire ainsi que de ses concurrents. Il faut aussi, dans l'analyse des autres territoires, notamment internationaux, être très prudent par rapport à l'aspect réglementation, parce qu'elle change la structure de prix. Et donc, ce sont souvent des études sur des cas réels ou simulés qui permettent d'évaluer la compétitivité prix d'un territoire. Troisième élément, c'est la compétitivité en matière d'identité territoriale. En effet, certains lieux comme villes, régions ou même pays bénéficient d'une identité territoriale très forte. Par exemple, prenons le cas de la Silicon Valley. Elle est connue pour ses entreprises multinationales qui investissent dans les secteurs des technologies. La compréhension de cette identité permettra d'en tirer des éléments compétitifs à mettre en œuvre dans la démarche. Ce critère d'identité est d'ailleurs analysé dans la compétitivité qualitative dans la méthode cerise revêt, mais qui peut faire l'objet d'un traitement particulier au regard des moyens à mobiliser. Quatrième élément, c'est la compétitivité en matière de valeur fonctionnelle. Ici, il s'agit de s'intéresser à des éléments comme la gouvernance, la tolérance ou la dynamique des interactions. Par rapport à ces 4 axes, nous pouvons synthétiser les éléments forts et faibles par rapport à l'analyse des concurrents. Cinquième élément, c'est l'analyse de la mise en relation du territoire. La mise en relation de l'offre territoriale d'un côté et la demande est souvent mise en relation et médiatisée par des intermédiaires, soit par des prescripteurs, des consultants, des agences spécialisées ou autres, comme le cas pour Synapse Insights, ou soit dans les places de marché physiques, par exemple les salons internationaux, les foires, ou virtuels. D'ailleurs, le Maroc participe à plusieurs salons et foires internationaux dans le monde. Et il faut se poser la question, est-ce qu'ils atteignent tous leurs objectifs? Lors de cette première séquence d'analyse et de diagnostic, d'ailleurs nous sommes dans la 5e étape, rappelons-le, lors de cette première séquence, il est très important d'étudier la mise en relation du territoire et il est très judicieux de se poser des questions fondamentales. Par exemple, qui assure la mise en relation de l'offre territoriale? Par quels moyens? Quelle évaluation peut-on porter à ces actions? Quels sont les clients visés? Quels sont les principaux retours de ces clients? Quelles sont les principales places de marché visées? Quelles sont les principales places de marché? Quelle est la présence du territoire dans ces places de marché et quel bilan peut-on tirer? On va s'arrêter pour cet épisode pour parler maintenant de la réalité du terrain. Si vous suivez l'actualité marocaine, vous pouvez entendre des mots comme le PDR, PDP, PDC, SDAR ou SDAU. Mais finalement, c'est quoi ces mots? Ces mots sont des feuilles de route. La logique et le bon sens font qu'il y a une certaine hiérarchie géographique et administrative entre ces différents éléments. Premier élément, c'est le PDR, plan de développement régional, une feuille de route fixée par le conseil régional. Ce même conseil fera office d'un gouvernement régional dans le cadre de la régionalisation avancée. Et donc, d'une certaine manière, le PDR sera l'équivalent du plan gouvernemental. Deuxième élément, c'est le PDP, plan de développement provincial. Il s'applique à échelle provinciale, naturellement, comme la province de Berkane, la province de Nador. Troisième élément, c'est le PDC, plan de développement communal.
Et donc, il s'applique, géographiquement parlant, à des communes rurales comme Ain Chir ou urbaines comme Bouarfa. Cette logique de cohérence stratégique et opérationnelle est importante et sous-entend des synergies et même un esprit de famille pour avancer ensemble. À la même image de la synergie entre un PDR et un plan gouvernemental, par exemple. La réalité est très loin d'être le cas, car le PDR, PDP ou PDC n'est pas un construit collectif, mais plutôt administratif et institutionnel. Les soucis ne s'arrêtent pas là, parce que, rappelons-le, les étapes précédentes du diagnostic ou même la phase préparatoire n'ont jamais été réellement abordées. Concrètement sur le terrain, nous vivons un cercle vicieux où à chaque mandat, le conseil régional par exemple risque de commencer à zéro. Et ce, de la collecte des données qui prend naturellement des années, jusqu'à l'élaboration du PDR, dans le cas de l'oriental, qui n'a débuté qu'en 2017, soit 2 ans après le début du mandat. Concernant les études, ce sont toujours les mêmes sociétés et pour des budgets colossaux chargées de constituer finalement ce PDR au profit du Conseil et ce sans recourir aux forces vives de la région. C'est-à-dire que ces sociétés dans leur processus d'études n'intègrent pas de manière significative dans leur processus les experts locaux, les associations, les coopératives, etc. Et donc produisent des PDR qui sont faillibles et qui donnent lieu à des situations comme un PDR n'intégrant pas la province de Jlada de manière sérieuse. إلا كان الدور ديال واحد رئيس ديال واحد الجماعة منتخبة ويوقف أمام الجماهير يقول لهم أنا معاكم، علاش أخويا أنت درتي البي دي ار ونسيتي جرادة وما درتش لها مشروع؟ قلنا لكم البرامج ديال الدولة شنو فيها؟ قلنا لكم حنا بغينا نتفاعلوا إيجابيا مع البي دي ار باش نعدلوا البرامج المركزية وردوها قريبة من البرامج ديال الجهات وديال الأقاليم. قلنا لكم بأن السيد رئيس الحكومة بدأ الزيارات ومبرمجة ديال الشرق باش يجي يشوفكم. Pas de panique, parce qu'au court terme, il y a des solutions, à savoir les espaces de concertation. Ce sont des espaces dédiés pour le dialogue afin de construire et de bâtir collectivement des démarches, à l'image du marketing territorial. Et donc, ce sont des espaces qui, par définition, ne se limitent pas à des réunions ponctuelles, comme c'est largement le cas actuellement, mais des espaces équipés qui disposent de tous les moyens humains, techniques, financiers, logistiques, d'accès à l'information pour leur bon fonctionnement. C'est dans ce cadre-là que l'OIE, l'Observatoire d'intelligence économique, a vu le jour. C'est un projet sérieux, outillé et disruptif qui peut fournir outils d'aide à la décision. Pour finir, dans cet espace de concertation, on retrouve les acteurs du marketing territorial. Mais qui sont ces acteurs ? Ce sont évidemment les administrations publiques et institutionnelles, ce sont évidemment les entreprises directement représentées ou à travers la CGM, ce sont tous les acteurs économiques comme le FIRO, Fonds d'investissement de la région de l'Oriental, qui est un capital risque, la CDG et ses différentes filiales, la SDS, MedZ, ce sont aussi des acteurs comme Marchica, comme Nador Westmed, etc. Mais ce sont également des associations, ce sont aussi des coopératives, ce sont aussi des étudiants, des chercheurs, des universitaires, tous ces gens-là. Et donc on retrouve toute la diaspora d'un vrai territoire avec aussi la société civile, avec ses associations et groupes de travail. Attention, les membres en dehors de l'administration publique qui, rappelons-le, est modératrice, ne sont pas des figurants, ce sont eux les initiateurs, ce sont eux qui portent à bien leurs projets. Par exemple, prenons le cas de Saidia, la société de développement Saidia, filiale de la CDG. Actuellement, elle mène des opérations de labellisation, de promotion de territoire sur toute la zone finalement Saidia. Un autre exemple très efficace d'une société marocaine qui œuvre au niveau national et international à travers l'identité marocaine en tant que telle et non seulement l'identité territoriale spécifique, c'est le cas du groupe Allmarcom. Le groupe Allmarcom est très actif au niveau national et international et mène des actions corporate, donc entre entreprises, pour valoriser le territoire marocain et attirer leurs clients pour le groupe lui-même, bien sûr. Il a aussi une fondation, la fondation Abdelkader Ben Saleh, qui mène des œuvres caritatives. On peut tracer ses activités économiques à la constitution de capital risque, revenant au cas du FIRO, Fonds d'investissement de la région de l'Oriental. Et il mène aussi des actions culturelles, comme la Galerie H, qui est là c'est une sorte de showroom pour l'identité marocaine, certes, et aussi une showroom de communication pour le groupe.
Le même groupe qui est la cible de la campagne de boycott pour son eau minérale Siliali est un bon exemple pour le cas où le bon sentiment de bienveillance est remplacé par celui de puissance ou d'orgueil peut nuire à la démarche du marketing territorial et au groupe lui-même. D'ailleurs, nous insistons, la campagne du boycott, c'est avant tout une histoire de dignité marocaine avant de prix. Nous discuterons rapidement du boycott lors du prochain épisode d'un angle marketing territorial parce que le consommateur est un des segments du marketing territorial. Voilà, c'est la fin. Dans notre prochain épisode, nous allons revenir sur la méthode cerise-revée de compétitivité qualitative. Nous allons par la suite synthétiser l'offre territoriale par rapport à la demande par segment. Et donc nous allons revenir sur ces 10 segments pour finir sur la construction de la promesse territoriale. Vous connaissez notre réplique. Ensemble, changeons les règles du jeu. Tous acteurs d'un séisme politique vertueux.